Bonsoir à tous. Je vous présente donc notre première intervenante ce soir, qui après de longues, très longues études, diplômée de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l'Institut d'urbanisme de Lyon, des instituts d'études politiques de Paris et de Lyon, lauréat également de nombreux concours, notamment celui du palmarès des jeunes urbanistes de 2024, mais aussi du concours Europan 16 et 17, pour ne citer que, est un paysagiste, un urbaniste, également un géographe et un politiste. Il se revendique d'une écologie profonde et radicale. Il a débuté sa carrière dans le collectif Calam, excusez-moi, puis fonde son atelier en 2022, Le Vent se lève. Il mène une lutte acharnée avec l'association La Voie est libre en proposant un plan guide alternatif du même nom pour contrer le projet de l'autoroute de l'A69 entre Toulouse et Castres. Je vous présente, mesdames, messieurs, Karim Layani. Bonsoir à toutes et tous. Je vais juste mettre la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation, cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir ici à Lille pour parler de cette question des contre-projets et essayer de définir aussi avec vous peut-être les pistes d'une autre écologie que celle qu'on nous vend avec tout le système notamment de la transition et toutes les représentations qu'on a de l'écologie. Et voilà, j'espère qu'à travers le petit cheminement qu'on va faire ce soir sur les projets de l'atelier, on pourra avoir peut-être un regard un peu élargi sur ces problématiques. Donc, moi, effectivement, j'ai fondé mon atelier en 2022. Donc, avant ça, j'étais paysagiste à Paris. J'ai travaillé dans une agence de maîtrise d'œuvre à Paris pendant plusieurs années. J'ai fait aussi mon alternance à l'école de paysage de Versailles dans cette agence. Et puis, il y a eu la crise du Covid qui a été un moment hyper important, un tournant un peu pour mon personnel. C'était le moment aussi où j'ai fait mon PFE. Donc, c'est important parce que c'est un moment où, quand on est étudiant, on se pose des questions sur le monde. Et à ce moment-là, le monde euh, a ralenti beaucoup de choses se sont bousculées dans ma tête. Et finalement, je suis revenu travailler en agence avec une perception très différente de ce que j'imaginais de mon métier. Et donc, j'ai décidé de quitter ce milieu-là. Et donc, aujourd'hui, je ne fais pas de maîtrise d'œuvre. J'essaie de prendre du recul sur ma pratique. J'expérimente des choses. Je ne sais pas où ça va mener. Et parmi ces expérimentations, il y a effectivement la question des luttes écologiques qui est venue, mais qui n'était pas préméditée. Et donc, j'ai essayé de fonder donc cet atelier Le vent se lève avec trois notions fondamentales qui me tiennent à cœur et que j'essaie d'explorer dans mes projets. La première, c'est la dimension politique de nos métiers, qui a été largement refoulée derrière toutes les injonctions du système capitaliste et la verticalisation de professionnels induite par nos métiers. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on est architecte, paysagiste, urbaniste, on a un pouvoir immense sur la société parce que nos métiers, en réalité, ils parlent de la matérialité et ils vont avoir des conséquences sur l'espace, sur les vies des gens. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant d'en avoir conscience et quelque part de retrouver sans doute la question de rediscuter démocratiquement lorsqu'il y a des controverses, rediscuter nos projets et les mettre en place publique. Et je pense que à cet égard, nos métiers ont vraiment un rôle de passeur, un rôle créatif, un regard qui permet de saisir des choses qui échappent sans doute au système politique et qui peuvent être réinterprétées par le projet. Donc ça, c'est pour moi une notion fondamentale. La seconde notion, c'est le caractère éthique de toute action qui modifie les équilibres de l'espace, du système du vivant et du corps social. Et donc là, moi, pendant le Covid, j'ai pris le temps de lire des choses. J'ai lu de la philosophie, plein d'ouvrages engagés sur l'écologie, notamment des auteurs des années 70, 80, avant que l'écologie se greenwashise. Et finalement, l'idée de construire une éthique qui replace réellement l'humain, le non-humain, les liens, la question aussi de la réparation d'un monde altéré
et comprendre que finalement, le 21e siècle, sera sans doute très différent du siècle dernier, y compris dans les représentations qu'on a de nos métiers et de replacer des choses très simples comme, tout simplement la recherche du bonheur, au cœur d'un projet de société et au cœur du cadre de l'action, d'un paysagiste ou d'un architecte. Et puis la 3e notion, c'est le caractère et ça j'y tiens énormément, c'est le caractère profondément poétique, qui a été mis aux oubliettes par le capitalisme, industriel, qui en fait réifie, c'est-à-dire qui rend tout en chose, tout ce qu'on fait, y compris le geste, de construire, et je crois justement que là s'ouvre un espace, hyper fondamental, pour retrouver, de la valeur des matières, de l'architecture, l'épaisseur du temps, heu, réussir à montrer tout ça dans nos projets, construire des récits et donc une question qui était intéressante aussi, c'est, dans ces récits, c'est, essayer d'esquisser des alternatives à ce capitalisme. Ça peut passer par, sans doute, l'exploration, d'utopies plus ou moins concrètes, qui s'ouvrent grâce à aussi, vous avez compris, ces 3 notions qui sont entremêlées, qui s'ouvrent grâce à l'espace politique, dès lors qu'on accepte que ce qu'on fait est politique, et ben, on peut proposer des choses qui sortent du cadre. Alors ce que je vous propose, c'est de cheminer donc si j'arrive à passer et je n'y arrive pas, je vous propose donc de cheminer un peu sur, 3 projets, qui en qui se déroulent un peu qui vont être déroulés un peu dans l'ordre chronologique dans lequel, l'atelier a travaillé ces derniers temps et qui, justement essayent de construire cette écologie, radicale et profonde qui, petit à petit, m'a mené vers, des projets plus engagés. Et le premier, je tenais à parler de celui-là parce que, on est ici à Lille, dans le nord de la France et ce projet finalement, il touche aussi ce territoire. C'est, donc le projet, lauréat du concours Europe 17 sur la base aérienne 112 de Reims et il touche, le territoire du nord finalement parce qu'on a essayé d'élargir, lorsqu'on a fait ce projet avec Alice Barthélémy et Maxime Bardou, on a essayé d'élargir notre focale, lors de ce concours. C'était il y a 2 ans, donc une base aérienne, militaire en friche. C'était le sujet de ce concours et puis, nous, on a voulu explorer la question plus large des héritages de la modernité et en l'occurrence des héritages militaires. Est-ce que ces héritages, produisent aujourd'hui en termes écologiques, en termes d'altération d'un territoire? Hem et donc on a essayé de le faire en essayant de faire des va-et-vient entre cette histoire de la Première Guerre mondiale, puisque cette base, elle se trouvait pile à l'endroit dans les tranchées dans le no man's land, entre les tranchées allemandes et les tranchées françaises et on voit finalement que, on retrouve dans cette architecture, dans cette manière d'aménager le territoire, un certain nombre d'héritages. Donc là, vous avez en marron, notamment dans le nord de la France, tous les héritages des sols altérés par la guerre, par les obus. 1 milliard d'obus qui ont été lancés, pendant 4 années sur ce front de guerre, sur ces 450 kilomètres dont, une grande partie, je crois 30 qui n'ont pas explosé et qui altèrent aujourd'hui les sols un siècle après parce qu'il a fallu un siècle pour qu'ils se désagrègent et donc aujourd'hui, notamment ce que vous voyez dans le nord de la France, c'est qu'on a, des nappes phréatiques, qui sont polluées au perchlorate, ce qui a des conséquences dramatiques notamment sur, les femmes enceintes, dans toutes les communes du nord de la France et la même chose finalement un peu le pendant dans la partie sud du front, est pardon, où là, ce sont les forêts de guerre qui ont remplacé le front de guerre et ces forêts aujourd'hui sont malades, notamment parce que ce sont des forêts monospécifiques qui ne sont pas adaptées au changement climatique. Alors ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'essayer de répertorier toutes ces bases aériennes et tout notre projet, ces bases abandonnées, au cours du 20e siècle et tout notre projet, c'est un projet qui parle de réparer les séquelles de la guerre en réinvestissant le patrimoine militaire et en retournant les affects de la guerre, qui sont des affects, assez terribles, mais essayer voilà, de les actualiser à notre époque pour essayer de réparer les sols, réparer les catastrophes et vraiment développer des expertises qui serviront, aux générations futures.
Donc, on a travaillé sur des typologies, je vais passer très rapidement, mais là, vous avez un petit peu, ce répertoire des milieux sur lesquels on proposait, d'intervenir à travers ce campus qui prenait place à la place de la base aérienne, avec, aujourd'hui encore des sols tellement altérés qui sont, utilisés pour des grands camps d'entraînement sur des milliers d'hectares par l'armée française. Et donc, en fait, on continue à avoir des séquelles de guerre, au XXIe siècle, dans des larges parties, du territoire de l'Est. Des bases aériennes abandonnées, comme je disais, comme celle de l'OTAN, des années 60. Des espaces, pollués, par exemple la place à gaz à Verdun, qui est sans doute un des espaces les plus toxiques en France, avec des millions de tonnes d'arsenic qui ont été déversées, sur les sols. On a la même chose, je vous parlais de la forêt, les forêts de guerre d'Argonne monospécifiques, et qui sont altérées aujourd'hui à la fois par le changement climatique et par, les scolytes qui sont, des ravageurs. Donc on a ces héritages, de matériel quelque part, écologique, et puis on a des héritages culturels, et ça c'est très important parce que finalement aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que ces guerres menées à une échelle industrielle, elles ont complètement transformé notre rapport, notre perception à la technique, notre rapport à l'espace et notre rapport à l'aménagement aujourd'hui. On hérite d'un patrimoine, de techniques qui, conditionne la manière dont on aménage l'espace, parce que la guerre a été menée d'une manière tellement industrielle dans les destructions, et par le progrès technique, finalement, on a réussi, et c'est un peu le drame, à reconstruire ou à invisibiliser ce patrimoine, de sorte que finalement, on a créé une équivalence entre ce qui est détruit. Puisqu'on peut détruire et qu'on peut reconstruire de la même façon, ben finalement, on peut tout détruire et tout reconstruire. Et c'est ça le drame de notre époque, c'est cette culture-là. Et pour moi, c'est important parce que dans la lutte sur la 69, c'est ces machines, en fait, contre lesquelles on se bat, et ça a totalement aussi changé ma perception de faire ce va-et-vient entre ce projet européen et ce contre quoi on se bat sur le terrain, et qui finalement est presque un peu l'origine de la crise. Donc je vais passer très rapidement pour qu'on voit les autres projets. Cette opération remédiation, elle se propose de thématiser finalement ces anciens messes d'officiers, cette ancienne, friche militaire, pour faire un campus qui va parler de remédiation. Donc comme on l'a vu sur les forêts, avec des replantations de pépinières, un travail de laboratoire qui analyse, ces plantes et ces plantations altérées. Heu, la remédiation des vivants, en actualisant, comme je disais, les affects sur les humains, les affects liés aux catastrophes de notre époque, avec des lieux pour les réfugiés climatiques, des lieux pour, des centres de soins pour les gens qui ont eu des accidents, des endroits, des cliniques vétérinaires, par exemple, pour les animaux, pour les intoxications. Et puis au sud, cette remédiation des ressources, avec, des fabriques à terre fertile, et des traitements très spécifiques pour ces bois traumatisés, puisque en plus des forêts de guerre, on a des bois mitraillés qui, donc ont des métaux, incrustés dans le bois, et on ne peut pas les traiter de la même manière, que dans une scierie traditionnelle. Et donc tout ça, ça sert à l'architecture, reproduire, l'architecture à travers ces ressources affectées. Alors tout ça m'amène à questionner, un autre projet qui lui aussi parle d'altération. C'est un projet, un concours international à Fukushima au Japon, où là, il était demandé de travailler sur, l'ancienne centrale nucléaire de Fukushima, et d'essayer d'imaginer quel pourrait être, le futur lorsqu'elle serait dépolluée dans 30 ou 40 ans. Et là, le travail, volontairement, que j'ai voulu mener, c'est un travail qui parle d'énergie. L'énergie a détruit, l'énergie prométhéenne du nucléaire. Finalement, la toute-puissance du nucléaire, en fait, s'est retournée contre nous à travers cet accident dramatique. Et comment aujourd'hui recréer une alliance avec ces énergies, en habitant un espace et en convoquant les énergies, en essayant de comprendre les énergies qui l'entourent, pour reproduire une ville, un peu utopique, hein, c'est totalement utopique, ce projet, mais qui reconvoque ces énergies, qui essaie de les utiliser avec de nouvelles techniques, et à plus petite échelle. Alors voilà la centrale, qui est réinvestie du coup dans une ville qui parle d'énergie et qui parle de production de matière, qui parle de cycle énergétique. Donc là, on voit l'architecture qui réinvestit des espaces, de la centrale,
et qui, traite les matières qui sont sur place. Donc, la centrale, on venait de le voir sur l'image d'avant, elle est au bord de la mer, donc, on profite du sel pour en faire un élément de production. On profite aussi, des vers à soie et d'une reconquête un peu des territoires alentours pour, créer des manufactures qui vont filer la soie pour, créer des vêtements, et cetera. Renouer avec des savoir-faire traditionnels et tout ça avec des machines qui convoquent les énergies primaires du territoire. Le soleil avec la salinité, le vent, avec toutes ces éoliennes qui, sont pas des é en fait, tout le projet propose de mettre de côté l'électricité et de revenir vraiment à des énergies primaires, essayer d'explorer les énergies primaires. L'énergie des marées et l'énergie, des rivières, pour, les mettre au service de ces cycles qui travaillent aussi avec des nouvelles alliances, avec, les énergies vivantes et qui petit à petit transforment la matière d'un premier cycle jusqu'à des cycles de production, de plus en plus, «complexes» entre guillemets. Donc voilà de quelques machines, je me suis un peu amusé voilà à imaginer quelles pourraient être ces machines, par exemple cette machine éolienne à déperméabiliser la centrale qui travaille donc avec l'énergie du vent et qui, vraiment reconvoque, les hommes en société pour, réparer ces espaces. On a, une réactualisation de machines qui existent. Par exemple, ces bâtiments de gradation de la Saumur, c'est quelque chose qui existait en Europe au Moyen Âge et là, l'idée, c'est donc des machines qui font monter l'eau et l'eau redescend dans un système de branchages qui sont empilés les uns sur les autres et en fait, en séchant au soleil, ça accélère le cycle de la salinité et donc on peut récupérer, comme ça la saumure et une machine houlomotrice comme vous voulez voir qui, par des systèmes de pistons, heu, permet de produire le métier à tisser et donc, le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est un projet donc là on a vu qu'on était dans une utopie qui était vraiment, voilà, très, très libre et là l'idée donc, c'était de travailler avec un collectif, sur une controverse pour essayer d'explorer cette question, mais véritablement ancrer un territoire et ancrer à une problématique, actuelle. Donc vous avez sans doute entendu parler de cette autoroute A69 qui est une autoroute, très controversée en France, une infrastructure, très controversée et là donc, on a travaillé, j'ai proposé au collectif, La Voie est libre que l'on, s'associe pour travailler sur un projet alternatif. Puisque souvent, dans ces luttes écologiques, ce qui est souvent reproché, par le grand public, c'est finalement, ces écologistes, qui sont un peu contre tout, mais qui, ont du mal parfois à esquisser des solutions, à véritablement esquisser une vision globale, des enjeux d'un territoire et donc c'est ce à quoi on s'est essayé avec ce projet alternatif qui est pas juste un projet qui, substitue l'infrastructure par quelque chose d'autre, c'est un projet de territoire. C'est un projet qui a pour ambition de réenraciner, nos modes de vie à un territoire et qui donc, par effet «miroir» entre guillemets, dénonce tout le modèle qui est prôné par l'autoroute. Donc je disais un projet territoire qui est un projet, entre l'axe Toulouse et Castres, heu, qui se, mmh, qui se décompose en 3 grands volets. Le premier c'est un volet effectivement des mobilités. Heu, L'idée là, c'est de, travailler sur 3 voies qui se substituent à l'autoroute et qui permettent vraiment d'ancrer nos mobilités dans des mobilités plus quotidiennes et durables. La première, c'est, la route nationale existante et on tenait beaucoup à la préserver, la valoriser et en faire vraiment un élément du paysage. Vous savez qu'aujourd'hui, les nationales sont délaissées, elles sont, de moins en moins, les arbres, les alignements sont de moins en moins remplacés. Justement, on a tellement, construit d'infrastructures que se pose la question de la maintenance de toutes ces infrastructures dans la société et donc souvent les nationales sont dégradées, elles deviennent, des départementales, elles sont plus du tout, de moins en moins au cœur de nos mobilités et on a voulu reconvoquer ce langage cet imaginaire de la route autour des nationales en reconvoquant les valeurs de la convivialité, de l'arrêt. Comment on s'arrête quelque part pour prendre les gens,
pour faire ses courses, pour changer de type de mobilité, pour valoriser les paysages existants, et pour montrer qu'en fait, il y a une infrastructure existante et que donc l'infrastructure qui est proposée, elle est à 50 mètres seulement, en parallèle de la nationale. Elle n'est pas du tout nécessaire. La seconde voie, c'est le train. Là aussi, une voie existante une voie ferrée existante entre Toulouse et Castres, et on a travaillé sur l'idée de la moderniser, pour, avoir de plus en plus de trains, de diversifier aussi les fonctions ferroviaires, et qu'on ne soit pas juste dans des transports, que les gares soient des points d'arrêt, des points, où on puisse avoir du fret ferroviaire, et cetera. Et puis, la nouveauté un peu du projet qu'on a voulu, mettre en œuvre, c'est repartir du contexte et acter qu'il y a eu ces expropriations, puisque c'est dans ce contexte-là qu'on a formulé notre projet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces terres? Et une des idées qu'on a eues, c'est de se dire qu'on peut déployer très rapidement des mobilités douces en campagne, non pas pour faire Toulouse-Castres à vélo, puisque effectivement ça n'aurait pas de sens de se taper 60 kilomètres tous les jours, mais justement pour redécouvrir ces moyens de déplacement en ruralité, qui est un peu l'oublié des politiques du vélo. Et donc d'avoir vraiment, des stratégies et tout un aménagement du territoire qui se structure autour de la question des mobilités douces en milieu rural, en plus des autres, de l'intermodalité permise par les autres transports. Hem Et donc cette première véloroute nationale, elle a un peu vocation à servir de modèle pour cette politique d'aménagement, national, qui soit une politique beaucoup plus douce, heu, plus flexible. On serait pas dans un modèle qui exproprie, par la force, qui détruit, puisque finalement on peut éviter, enfin, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes échelles, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un rééquilibrage territorial avec l'idée de repartir de tout l'existant en termes d'économie sur le territoire et de valoriser cet entre-axe, cet entre-deux, pardon, entre Toulouse et Castres, avec les zones d'activité existantes, les transformer en zones artisanales, avec une économie sociale, solidaire, repartir, et ça c'est aussi, un modèle flexible, puisque finalement avec le ZAN, on se rend compte que ces espaces qui pendant longtemps étaient faciles à urbaniser, eh ben, aujourd'hui ils sont «sous-exploités» entre guillemets, d'un point de vue de l'architecture et de l'urbanisme, et que finalement, vu que ce sont des boîtes à chaussures avec beaucoup de turnover, on peut très rapidement changer, la programmation, transformer, ces entrepôts, les enrichir, et cetera, et cetera. Et puis on a répertorié toutes les anémités qu'il y avait sur le territoire, qui sont des oubliés, des lieux oubliés, par l'autoroute, par le modèle de l'autoroute, parce que finalement ce sont, des lieux considérés comme obsolètes. On va en voir un tout à l'heure. Et finalement, ils deviennent des équipements leviers le long de cet axe, et ils structurent cette nouvelle économie. Et enfin, le dernier point, donc je parlais des expropriations, c'est l'émergence de communs, de terres en commun, pour un nouveau modèle agricole, et un modèle qui, réacclimate, qui permet d'être dans une stratégie d'adaptation climatique, parce qu'on utilisera ce foncier comme pépinière temporaire pour replanter les haies du territoire, pour essayer de baisser au maximum, l'augmentation des températures, dans le futur, par une vraie stratégie qui, propose d'enrichir les milieux habités, écologiquement, c'est-à-dire vraiment de fixer des objectifs. Par exemple, un objectif fort qu'on a fixé, c'est plus 30 d'oiseaux sur le territoire en 2035, et que ça structure nos choix d'aménagement, nos choix, agricoles, et cetera, et cetera. C'est un objectif très symbolique, c'est que c'est vraiment, depuis que cette autoroute a été décidée, c'est-à-dire dans les années 90, c'est ce qu'on a perdu comme, effectif d'oiseaux en France, 30. Et donc là, c'est un objectif symbolique, c'est de dire: «Ben voilà, en 2035, on arrive à on n'est pas défaitiste, on a des objectifs possibles, on porte des objectifs positifs». Et une des idées qu'on a, c'est celle-là, c'est montrer qu'on est sur un territoire qui va être dans cet, hem, enrichissement écologique. Alors, je vous parlais d'imaginaire, on a travaillé sur, des imaginaires des mobilités, et notamment, en essayant d'explorer toutes ces mobilités douces, et comment demain elles pourraient, heu, transformer nos pratiques, de la mobilité. On a des véhicules un peu touristiques, des véhicules qui servent l'économie locale.
On a des choses aussi utopiques et c'est vraiment assumé puisque aujourd'hui on a les gens qui ont le plus de pouvoir, c'est des utopistes, hors sol. Je pense à Jeff Bezos et cetera qui veulent aller sur la lune. Je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas nos utopies avec des vélos volants aussi et finalement, pour contrer ces utopies, il faut aussi aller vers, un idéal et l'assumer. On a des imaginaires du travail aussi, qui réengagent le corps et donc là, on a travaillé beaucoup sur, la philosophie d'Ivan Illich. Je vous parlais de convivialité tout à l'heure. La convivialité, c'est cette idée de vraiment retrouver, la place de l'homme par rapport à l'outil, au travail, par rapport à la machine et d'essayer vraiment de reconvoquer, des pratiques qui permettent d'avoir du sens au quotidien. On est dans une société qui s'est tertiarisée totalement. Une société donc, qui met à distance, notre esprit et notre corps par rapport à la matérialité du monde et à la transformation du monde et donc finalement, c'est l'idée de se réengager dans le monde, de réengager par des systèmes low-tech, je vous parlais d'énergie, donc comment l'homme peut reproduire des choses de manière artisanale et donc ces machines, elles ont aussi, cette vocation-là, c'est explorer, toutes ces formes de convivialité, qui permettent de sortir des logiques de dépendance à grande échelle, à des machines, dont l'électronique, est produite en Chine et cetera et cetera. Voilà, alors des images, voilà, qu'on a produites aussi, pour parler j'ai bientôt fini d'ailleurs, de tous ces lieux, je parlais de la nationale et comment on réinvestit la nationale au lieu de produire cette autoroute avec des points d'arrêt, des lieux où on pourra faire ses courses, changer de mode de déplacement, utiliser les transports en commun en faisant vraiment une route des transports en commun où on utilise plus le bus. En Occitanie, on a un super réseau de bus à 2 €, c'est les bus Clio et donc nous, on repart aussi, on est très pragmatique, on repart, on reconnaît qu'il y a des choses qui sont faites et on repart de ces choses pour les intensifier et faire en sorte que finalement, cette route, elle soit, la mieux utilisée possible, la plus mutualisée possible, et donc voilà, on a aussi travaillé sur ça. Puis je vous parlais de lieux, un peu étapes, des lieux, structurants délaissés par l'autoroute et là, on est à Castres avec, cette ancienne usine, cette filature. Castres, tout l'imaginaire, aujourd'hui de cette ville, c'est une ville un peu en cul-de-sac puisqu'elle est aux portes de la Montagne Noire et en fait, tout l'imaginaire de l'autoroute s'est construit sur cette désindustrialisation de ce bassin. C'est un bassin industriel lié à ces filatures de tissus et cetera. Un peu comme à Lille d'ailleurs. Et donc, nous, justement, on réinvestit ces espaces oubliés pour montrer qu'on peut, retourner ce patrimoine, pas le retourner juste dans la culture, mais vraiment en faire un patrimoine productif. Et donc là, on a vraiment pleinement, utilisé ce prétexte de la véloroute pour avoir un lieu d'économie du vélo et des mobilités douces avec voilà, une cité du vélo qui parle du vélo de manière multiple, un musée populaire du vélo populaire parce qu'en fait, il va être presque gratuit à mettre en œuvre puisqu'il convoque en fait, notre idée, c'est de demander aux gens du territoire de donner leur vélo de famille et de raconter leurs histoires de famille. Donc c'est un musée qui parle des gens et qui est pas juste dans qui retourne aussi cette image du vélo qui est pas, voilà, celle du vélo du grand champion et cetera, mais vraiment, celle aussi des gens et des histoires populaires. Et donc, on a comme ça plein d'activités qui parlent d'économie sociale et qui parlent voilà, de production aussi, on parle beaucoup de réindustrialisation. Moi, je ne suis pas totalement convaincu par, la réindustrialisation. Je pense plutôt qu'il fallait vers une manufacturation de la société, c'est-à-dire vraiment retrouver des espaces productifs, certes, mais sans répéter les erreurs du passé, quoi. Et donc imaginaire, voilà, un format original qu'on a proposé, c'est, des affiches. On a pas mal d'affiches qui parlent de ces lieux communs, qui parlent de tout ce récit. Donc là, vous avez celle sur la véloroute nationale où on voit bien que là, l'idée, c'est de travailler sur vraiment quelque chose de singulier qui reconvoque l'esprit du territoire et qui est pas, juste dans la standardisation d'un modèle. Et puis, voilà, des choses, marrantes comme, Radio Platane, là, qui est un peu un hommage aux platanes qui ont été abattus, à Vendine. L'idée d'avoir une radio culturelle qui puisse être utilisée à la fois sur la route, à vélo aussi, et qui nous parle des rythmes de la vie, des rythmes, de la météo, sur cette route et sur cet axe et de la culture aussi.
Voilà, donc c'est ça. Alors, mon intervention, elle parlait pas en tant que telle, peut-être qu'on en parlera pendant les questions de la lutte, mais plutôt, voilà, quelle est notre plus-value, nous, en tant que métier créatif, métier qui parle de l'espace et des matières et finalement des énergies qu'on convoque. Comment, en fait, nous, avec ces armes-là, on peut aider à transformer nos représentations de la société. Et je crois que c'est la première étape. Il faut d'abord qu'on transforme nos désirs et nos imaginaires, et ensuite, sans doute, la société suivra. Voilà, merci beaucoup.